téléspectateurs de la commune 1 du district de Bamako, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent le président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali, PCC. Vous l'aurez compris, nous recevons pour vous le professeur Clément Dambélé pour sa énième comparution devant cet auguste jury. Professeur, merci d'être là ce soir encore. Bonsoir M. Sylvain, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Nous avons Eladj Chana Takiou du journal Le 22 septembre. Bonsoir Eladj. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Grand Jury. Professeur, votre observation sur la composition du jury? Très bien, je commence en tant qu'élève, à commencer à prendre un peu l'habitude de me mettre. Je le dis, je répète toujours, sans complaisance, ce n'est pas non plus l'esprit d'avoir la clémence, mais Chana Takiou reste toujours une référence pour moi, je vous l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois. Oui. C'est le premier que j'ai découvert dans mon histoire de la révolution au Mali, dans le sens du changement, de la combativité, de l'engagement. Chana était révolutionnaire? Oui. Alors, je ne dis pas un révolté, un révolutionnaire dans le sens du changement. C'est un terme philosophique. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé, on le sait, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais il est comme ça. Et moi, je l'aime en tant que grand frère, mais en plus, au-delà du lien, de ce sentiment de la malienneté, Chana Takiou, c'est une référence pour moi. Une référence intellectuelle, une référence morale, une référence d'engagement. Il aurait dû être aujourd'hui beaucoup plus matériellement que ce qu'il est s'il avait suivi certaines voies. Je pense qu'il a opté pour ce que le philosophe Nietzsche appelle le soi âpre dans la démarche morale. Être dur avec la rigueur sur soi-même pour être un exemple. M. Keïta, je le connais beaucoup moins que Chana Takiou, mais il m'a bien cuisiné quelquefois ici, ce qui me montre qu'il a une certaine capacité de réflexion, il n'est toujours pas d'accord avec les gens et il nous pousse dans nos derniers retranchements. Vous êtes mon ancien élève, donc je suis à votre disposition et j'espère que les choses vont se dire sincèrement, franchement, tel que les Maliens nous attendent ce soir. Parce que ce qui manque au Mali, parfois, c'est cette franchise de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut les dire, quoi qu'il en soit, la vérité s'appelle la vérité. Abdraman, nous avons le professeur Clément. Il a donné le temps déjà, il a dit ce qui manque au Mali, c'est la franchise. Je suis d'accord avec lui, dire avec franchise ce qu'on pense. Et on ne s'attend pas à moins de lui quand nous l'invitons ici. Et surtout qu'il est quand même dans un domaine qui intéresse beaucoup l'opinion aujourd'hui, qui est la lutte contre la corruption et le chômage. Aujourd'hui, l'actualité tourne quelque part aussi autour de ça. Et nous avons devant nous aussi un acteur qui a une grande responsabilité dans ce que le Mali vit aujourd'hui. Dans ce que nous traversons aujourd'hui comme soubresaut. Clément a une grande responsabilité en cela qui est intéressant vraiment sa comparution aujourd'hui. Et nous osons espérer que le temps qu'il a donné sera de mise aujourd'hui, c'est-à-dire la franchise et le courage de dire ce qu'on pense. Chana. Bon, nous avons un jeune courageux qui a un parcours impressionnant, qui s'est débrouillé tout seul dans un monde très difficile. Il s'est battu et il a forgé une personnalité. Qu'on l'aime ou pas, Clément, c'est Clément. Il dit ce qu'il pense sans porter de gants. Et je pense que ce soir... On va passer la parole à Abdraman déjà. Je sais que vous êtes pressé déjà pour ouvrir les... Non, c'est pas pour ouvrir les débats. Allez-y. J'ai dit, il dit les choses sans porter de gants. Et je pense que ce soir, il fera la même chose. D'accord. Et le pays a besoin de vérité. Parce que seule la vérité triomphera.
seule la vérité peut nous conduire vers des lendemains meilleurs. Sans échange de compliments. Effectivement. Abdraman, l'invité, l'accusé est à vous. Là, je vous l'ai dit, il a une grande responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à ce titre que moi je le perçois, entre autres. Et force est de reconnaître que nous sommes aujourd'hui déjà les 3 ans passés de la transition que vous avez contribué à déclencher. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes acteurs qui ont commencé la lutte que nous voyons au devant de la scène. Et quelque part aussi, ce ne sont plus les mêmes objectifs qui avaient prévalu à la lutte auxquels nous faisons face. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les facteurs qui ont contribué à faire que l'après-IBK semble vous échapper, vous qui êtes les acteurs de sa lutte, de sa chute? Et ensuite, quels sont les facteurs également qui ont contribué à nous éloigner des objectifs qui auparavant étaient des objectifs concrets et matériels, mais aujourd'hui sont des objectifs immatériels tels que la souveraineté sur le Sud qui prennent le dessus sur toute autre chose que vous avez eu à défendre par le passé. Il faut nous expliquer ce changement-là. Il risque d'oublier la première question déjà. Ah non, il n'a pas oublié. Je pense qu'il a bien retenu la question. Voilà. D'accord, allez-y. En fait, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du débat, je présente mes condoléances à tous ceux qui sont morts pour le Mali depuis 1960, aux femmes qui acceptent aujourd'hui de se sacrifier pour sauver le Mali. Et présenter mes voeux de bon rétablissement à tous les blessés, à tous ceux qui sont malades. Et présenter mes voeux de grandeur au peuple malien, de continuer à résister et de ne pas oublier pourquoi nous sommes maliens. Vous savez, la malienneté, ce n'est pas la pièce d'identité, ce n'est pas le passeport. Être malien, c'est une forme de dignité, d'honneur. Mais la dignité et l'honneur ne se mesurent que par le comportement. Les Maliens ne doivent pas se laisser dans une idéologie obscurantiste. Donc je rends hommage à ces Maliens et les appeler toujours à la résistance, parce que c'est dans la résistance de la vérité qu'on finit toujours par créer ce qu'on appelle la nation. Une nation ne s'invente pas. Sinon, on a recensé plusieurs questions ce soir pour vous. Je vais arriver. Voilà. Maintenant, la question du M5-RFP. Oui. Ce ne sont pas des facteurs. Il n'y a qu'un seul facteur, tout simplement parce que dès le départ, on n'avait pas le même objectif. On avait un pseudo-objectif qui nous réunissait, un dénominateur commun qui nous réunissait, et ce dénominateur commun, c'était le changement de régime. Je l'assume, je ne regrette rien d'avoir combattu le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Je le dirais dans 100 ans la même chose. Maintenant, ce qui nous a séparés, c'est qu'à l'intérieur, il y a cette implosion à l'intérieur est due au fait qu'il y a eu des acteurs dès le départ qui avaient des intentions inavouées, qui se sont découverts plus tard, et des acteurs qui avaient d'autres intentions. Je prends mon cas. Je commence mon jugement. Dieu me témoigne que je n'ai jamais combattu IBK pour occuper un poste. Même si à un moment, on a inventé, là maintenant la technologie m'a donné raison, qu'il y avait un vocal qui disait je vais être... Moi je n'ai jamais voulu être Premier ministre, M. Keïta. Mon ambition de toute ma vie, de toute mon enfance. C'est pourquoi il est une de mes références, c'est de diriger un jour le Mali. Et je veux que ce débat soit clos ce soir. Mon ambition, c'est d'être un jour président du Mali pour que... Je termine. J'arrive à votre question. Pour que... De votre personne, non. Ma question ne tourne pas. Ma question ne tourne pas. Pour que nous puissions diriger ensemble le Mali. Maintenant, vous avez posé la question. Oui. Si, vous devez me laisser développer. Si vous ne posez pas toutes les questions, mais les peu que vous allez poser, vous devez me laisser l'opportunité de développer. C'est mieux. Je pense que les gens nous suivent. Sauf que la question ne porte pas sur votre personne. A envie de poser quelques questions. Ça ne porte pas sur votre personne. Même le fait de me couper, on perd du temps. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de venir répondre à toutes vos questions, mais de répondre suffisamment aux questions que vous me posez. Allez-y. C'est différent. Oui, mais la différence, elle est quantitative et elle est même qualitative. Oui. Maintenant, nous avons été divisés. L'objectif qui était le changement profond du Mali n'a pas été atteint. Je vais arriver. Vous êtes pressé, je vais arriver. C'est tout simplement parce qu'à un moment, certains étaient des pouvoiristes au sein de M5 qui étaient venus juste... Vous parlez de qui? J'arrive. Moi, je n'ai pas de langue de bois. Je vais arriver. Ne vous précipitez pas.
qui étaient là tout simplement pour occuper des postes, qui étaient là tout simplement pour des raisons purement politiciennes, je dis bien politiciennes, et qui aspiraient simplement, après 30 ans de galère, pour devenir quelque chose de ces pays et quelque part pour avoir le retour sur l'investissement personnel. D'autre part, il y avait d'autres qui étaient là avec la vraie conviction de faire le vrai combat pour le vrai changement. Vous aurez compris que si M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali actuel, regarde tout simplement ce qu'on avait fait le combat de M5, pour un seul point que je vais désigner ce soir, M. Keïta, qui est le jugement de ceux qui sont morts au sein du M5, devant chez Mamboud Diko, où il n'y a pas encore de jugement. L'enquête n'est pas finie, l'enquête est encore ouverte. Cette enquête restera toujours ouverte. Choguel aurait pu faire tout pour que ce jugement ait lieu ou démissionner. Qu'est-ce que vous ferez de la séparation des pouvoirs alors? Moi, je vous dirais une chose. C'est qu'il avait promis. Je ne ferai rien de la séparation quand on promet. Si je promets, je vais le faire. Il aurait dû dire à M5, on continue à sortir, on continue à mettre la pression, parce que c'est cette pression qui nous a amenés là. Et on continue, il peut le faire, il est resté président du M5. En tout cas, il se déclare président du M5. On devait continuer ce combat, il devait continuer à nous rassembler, à nous mobiliser, jusqu'à ce que la justice comprenne que il faut vraiment, véritablement remettre les choses à la place. Ce n'est pas la faute de la justice quand d'accord, mais c'est quoi? Vous dites que vous ne regrettez pas. Attends, vous dites que vous n'avez pas. Non, attendez seulement, puisqu'il faut gagner le temps comme il l'a dit. Vous dites que vous ne regrettez pas d'avoir combattu Ibeka. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le changement que vous avez préconisé, au lieu du changement, on a l'impression qu'au lieu du changement que vous avez prôné et cherché, vous avez obtenu aujourd'hui une boîte de Pandore qui semble justifier une éternisation de ce pouvoir d'exception. Ça aussi, vous ne le regrettez pas? Non, c'est là où vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer. C'est que mon objectif depuis 5-6 ans au Mali, dans la lutte contre la corruption, c'est mon combat. Je suis arrivé au M5 et je fais partie des membres fondateurs du noyau M5. Mon objectif, le premier jour où on a parlé de M5, chez moi, à la maison à Bankouni, il y avait Alou Sankari, qui est ancien communicateur. Il y avait Bouba, qui était ancien député. Il y avait Tchemoko Maïga, qui est ancien de Soutellement. Il y avait Ramos, le beau-frère de Moussa Traoré, dont personne ne parle. Et j'étais là. Quand on en a discuté, je leur ai dit, mon combat, ils sont encore tous vivants, mon combat, c'est de lutter contre la corruption. C'est de rappeler aux Maliens que c'est l'essentiel. Donc, je suis arrivé au sein de M5 avec ce combat. Oui. Je suis parti jusqu'au bout avec M5, avec ce combat. Et je resterai toujours dans ce combat. On va parler de la corruption. Moi, je ne dirais pas que parce que mon objectif, c'était de quoi? C'était de montrer aux Maliens que c'est possible. D'accord. Et je l'ai déjà dit dans les émissions. C'était de montrer aux Maliens que c'est possible. Quelle que soit la nature du pouvoir. Quelle que soit la nature du pouvoir. Quel que soit le pouvoir. Quel que soit le pouvoir. La nature. Quelle que soit la nature du pouvoir. Mon premier combat au Mali, le combat qui prévaut pour moi, c'est de montrer aux Maliens que la lutte contre la corruption est possible. C'est de montrer aux Maliens qu'il y a de la corruption encore au Mali. C'est de montrer aux Maliens que la priorité dans ce pays, c'est de lutter contre la corruption, qu'une personne ne peut pas prendre la part de 100 000 personnes. Le lundi 2 octobre, les écoliers ont repris le chemin de l'école. Vous êtes professeur. Je crois savoir que vous enseignez dans une faculté et dans une grande école de l'université de Bamako à Katibougou. Est-ce que la rentrée a été effective chez vous? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, pourquoi jusqu'à présent la rentrée n'est pas effective et quels en sont les obstacles? Vous savez, moi j'enseigne le module à l'IPR de Katibougou. J'enseigne le module de communication en milieu rural. Comme fonctionnaire ou contractuel? Fonctionnaire. Donc j'enseigne le module de technique d'expression et de communication, méthodologie de la recherche, montage de projets et innovation. Ce sont les cours que j'enseigne à l'IPR. Donc ce sont des modules et j'interviens qu'au moment de mes modules. Je fais partie des enseignants qui ne viennent pas tous les jours à la direction. Tous mes collègues me connaissent pour ça. J'interviens quand il y a les tranches d'heures qu'on me donne, les cours qu'on me donne, les modules qu'on me donne. Je viens dans la classe.
J'ai eu souvent des reproches dans ce sens. Je viens directement dans les classes et je m'en vais. Maintenant, s'il n'y a pas... je sais vous parlez des grèves. Mais au-delà des grèves, l'école malienne, elle est malade. Il ne peut pas avoir... On ne doit même pas parler de... Est-ce que la rentrée a été effective chez vous? Je ne sais pas. Et vous êtes professeur, vous n'êtes pas allé vous renseigner? Je ne sais pas parce que nous, on nous convoque dans notre département, qu'on appelle l'UDR. On ne nous convoque pas pour appeler tous les enseignants, tout le monde le sait. Donc nous sommes dans notre département, chez nous, la rentrée, elle est effective. On a fait la réunion du DR et on a été mis avec nos heures, avec nos matières. Maintenant, le système LMD. Maintenant, est-ce que toute l'IPR est en train d'enseigner? Je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de branches à l'IPR et moi, je n'enseigne pas dans tout l'IPR de Katibou. Je voudrais dire, est-ce que toi, tu fréquentes réellement l'école? Est-ce que tu remplis les missions pour lesquelles tu es payé? Parce qu'il y a des enseignants surtout au niveau supérieur. Est-ce que vous fréquentez régulièrement? Je l'ai dit ici devant le monde entier que j'ai toujours enseigné à l'IPR de Katibougou. Les heures qu'on me donne, je les enseigne pleinement. J'ai mes étudiants, j'ai mes étudiants qui peuvent témoigner. Je fais mes examens, je corrige, je rends les copies de mes examens et tous les chefs de département peuvent en témoigner. Les directeurs de l'IPR, M. Soumano peut témoigner, parce que même pas 48 heures, on m'a encore appelé pour que je puisse aller prendre mes heures, c'est-à-dire les modules. C'est le système LMD. Oui. Ce n'est pas comme dans l'école fondamentale où tu commences le 1er ou le 2 octobre jusqu'au 30 juin. On vous donne des modules et vous enseignez votre module. Ok, allez-y, Abdraman. Ouais, vous l'avez dit ici, que ce qui vous tient beaucoup plus à cœur, c'est la lutte contre la corruption, quelle que soit la nature du pouvoir, alors que vous-même, vous aspirez à diriger ce pays-là. Quel est selon vous aujourd'hui l'état de ce pourquoi vous vous êtes mobilisé contre Ibeka, c'est-à-dire la lutte contre la corruption? Nous sommes dans un état de déliquescence totale, parce que la lutte contre la corruption, je pense que la corruption est encore plus grave aujourd'hui qu'hier. Et ça, vous le regrettez, au moins? Non, ce n'est pas que je regrette. Vous dites que je regrette. Il ne s'agit pas d'affirmer, il faut nous prouver. Ce n'est pas... Clément, il ne s'agit pas d'affirmer, il faut nous prouver que la lutte contre la corruption aujourd'hui plus grave. Je vais arriver. Il ne s'agit pas de regretter comme si le combat... ne se justifiait pas hier. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le regret, je suis dans la continuité. Je ne suis pas dans un bilan de 1 an, 2 ans, je suis dans la continuité, c'est le combat de toute ma vie. Quand vous prenez le vérificateur général, son rapport, vous prenez le dernier rapport qui est sorti il y a à peine 10 jours, de l'OCLI. Vous prenez tous les rapports sur le Mali. Le rapport de l'OCLE que l'OCLE n'a pas reconnu d'ailleurs, c'est sur les établissements scolaires. Hein, il n'a pas dit parce qu'ils n'ont pas officialisé. Mais tout simplement, je vais vous faire des révélations après. Quand vous prenez tous les rapports sur le Mali, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans notre système globalement, le niveau de la corruption a augmenté sur les 2 ans, quand on suit même les scandales. Ce n'est pas il y a 10 ans qu'il y a eu le scandale de logements sociaux. Ce n'est pas il y a 10 ans qu'il y a eu le scandale de recrutement de la police. Ce n'est pas il y a 10 ans que nous avons assisté à combien de milliards qui ont disparu à la douane. Tout le monde a entendu parler de ça dans les journaux, dans les colonnes des journaux. Ce n'est pas il y a... Même peut-être Mouni fera il va se rétracter. Mais l'histoire des écoles fictives, c'était bien avant Moumouni. Il y a le président de Codem, comment il s'appelle, Oussene Amion Guino, qui en avait déjà fait la révélation. Donc si Moumouni aujourd'hui nous dit que c'est faux, je lui demanderai de nous dire qu'est-ce qu'il fait dans l'OCLI, avec tout ce qu'on lui donne comme subvention, qu'est-ce qu'il fait? C'était faux quand même. Alors, vous m'avez dit qu'il a dit que ce n'est pas... Il n'a pas reconnu le rapport. Il n'a pas reconnu le rapport. Bon, moi, je vous dis, et j'aimerais bien qu'on m'appelle pour m'interroger, qu'on m'a appelé personnellement pour aller me montrer des logements plus jolis que Koulouba, le palais présidentiel. Moi, je dis tout, je n'ai rien à craindre. Le quartier... Appartenant à des travailleurs. J'arrive, ne vous précipitez pas. J'arrive. Le Nyamana, qu'on appelle le Nyamana Bougou-Koro. Une maison qui appartient à un fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale, qui s'occupe
de l'orientation des animaux ODF. Une maison que tu peux évaluer à plus de 300 millions de francs CFA. J'ai les photos, j'ai les images, j'ai les témoins. Pas plus que 3 jours, la même personne a acheté... Vous êtes quand même responsable de ces accusations déjà. Je suis responsable, j'ai les témoins. Allez-y. Il n'a pas dit de nom. J'ai des témoins, j'ai des éléments. Celui qui est on peut m'appeler, vous savez, Sidibé. J'aimerais bien qu'on m'appelle demain matin pour me dire, Clément, appelle tes témoins, amène-nous les éléments. Ben, j'ai dit au procureur, prends ma voiture, j'appelle mon témoin, ils vont vous montrer la maison. Moi, je ne dis pas les choses comme ça dans le vent. En face de cette maison, il est en chantier. Ce sont mes lanceurs d'alerte qui sont venus me voir pour me montrer ça. C'est seulement, on parle de 1500 écoles, peut-être que plus que ça, pour plus de 30 milliards de francs CFA détournés. Comment vous pouvez imaginer dans ces pays, bien avant Moumouni, prenons le cas du président de CODEM, mais il avait déjà révélé ça, dans un pays où des fonctionnaires assis sous la climatisation du citoyen, même les stylos qu'il utilise est payé par l'État. Il perçoit un salaire. Et que ces mêmes personnes inventent des écoles qui n'existent pas, font orienter des élèves qui n'existent pas pour percevoir le budget sur le budget. 125 000, si je ne me trompe pas, 100 à 125 000 francs CFA par élève, ils font orienter 150 000, des milliers d'élèves chaque année. C'est sérieux. Mais c'est pas compliqué. Il faut demander si le ministre n'est pas au courant. Il faut aller voir le directeur de ce qu'on appelle la CPS, la cellule de planification. Il faut le voir, parce que c'est lui qui a la tête, je termine, celui qui a la tête des orientations après l'EDF. S'il n'est pas au courant, il faut aller voir les académies, parce qu'on ne peut pas faire ces trucs de bandits dans ce pays, de République, les bandits de la République, c'est une chaîne, c'est un réseau de corruption. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas créer une école fictive dans une commune, M. Keïta, et que le directeur de l'académie n'est pas au courant, et que les responsables des orientations ne sont pas au courant. Mais comment on arrive à créer des agréments, à créer des écoles fictives, à orienter des élèves fictifs et à prendre l'argent public pendant que dans les hôpitaux, les gens sont en train de mourir parce qu'ils ne peuvent pas payer seulement une ordonnance de 10 000 francs. Pendant ce temps, que les paysans sont en train de mourir parce qu'ils ne peuvent pas travailler et vivre de leur vie. Pendant ce temps, que les jeunes Maliens sont en train de mourir dans le ventre de l'Atlantique parce qu'ils cherchent l'espoir ailleurs. Pendant ce temps qu'on n'a pas de route. Je ne suis pas en train de dire que c'est le seul fait, mais ça fait partie d'une grande chaîne de ces banditismes dans ce pays. Et ce sont ces gens-là qui sont les premiers ennemis. Vous savez, je vous dis, et je termine là-dessus. Je termine là-dessus, une seconde. On va vous revenir. Vous savez pourquoi? Vous allez aussi. J'arrive, monsieur Sidibé, une seconde, je vous appuie. Donnez-moi juste 2 secondes. Vous savez pourquoi le djihadisme dans ces pays-là? Vous allez cette fois-ci m'écouter aussi. Le djihadisme dans ces pays. Vous allez m'écouter cette fois-ci. Non, 2 secondes, parce que les Maliens ont besoin de comprendre. On va rester dans le même sujet. Chana, s'il vous voulez pas que je développe? Une question sur ces arrestations en cascade déjà qu'on a réussi. J'étais en train de développer. Allez-y. Non, il va vous aider à... Un phénomène de relancer. Oui, allez-y. Monsieur le Président de cette organisation de lutte contre la corruption, de plus en plus, nous voyons les dignitaires de l'ancien régime qui sont sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt dans le cadre de la lutte contre la corruption. Certains pensent à un règlement de compte, d'autres disent non parce qu'il y a des faits avérés. Dans quel... comme disent les Bamana, comment vous appréhendez tout ça? Je termine en français. À quoi est-ce que vous l'attribuez? Comme on dit en Bambara, comme vous avez parlé en Bambara, je m'explique. Le problème, ce n'est pas d'arrêter les anciens dignitaires. Je ne suis pas contre le fait qu'on arrête les gens parce que s'il y a des preuves que vous avez volées, on doit vous arrêter et vous devez payer. Je suis contre 2 choses. On peut arrêter les gens pour faire du spectacle. Ce n'est pas grave si c'est avéré qu'ils ont. Mais quand vous arrêtez quelqu'un, vous le jugez. Absolument. Et ce soir, je regarde la télé devant le peuple malien à demander aux dirigeants maliens, à la justice malienne, de juger le cas de Mme Boré-Fili. Mme Boré-Fili Sissoko, c'est ça? C'est un cas emblématique. Elle est là aujourd'hui. Soit elle est coupable, elle l'a dit dans une lettre,
elle va purger sa peine ou elle n'est pas coupable, elle n'a rien à faire en prison. La prison, ce n'est pas un endroit pour garder les gens au silence. La prison, c'est pour payer ce que vous avez fait. Et si on ne peut pas prouver que quelqu'un l'a fait, il n'a pas sa place dans la prison. Professeur, une petite question à ce niveau. Est-ce que la détention provisoire aussi n'a pas un délai au niveau de la... Je ne suis pas juriste. Oui, c'est un délai. Justement. C'est un délai. À passer ce délai, oui. la libération obligatoire. Voilà. La libération obligatoire. Sauf si on n'est pas dans un état de droit. Allez-y. Maintenant, qu'on arrête les anciens dignitaires, pour ceux qui ont commis vraiment les crimes économiques. Mais on ne peut pas laisser d'autres dehors parce qu'ils sont partisans du pouvoir. Il y a ça aussi. Ça, c'est un grand mensonge. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on nous dise les gens qui ont fait le cas de logements sociaux, même si on a essayé de rectifier, j'aimerais bien qu'ils aient en prison parce qu'ils étaient sous cette transition. Les gens qui ont truqué le concours de la police nationale, ils n'ont pas leur place dehors parce qu'ils applaudissent aujourd'hui les autorités en place. C'est ça qui est dangereux dans ce pays. Tant qu'on aura continué dans ça, il y aura toujours des règlements de compte. Parce que demain, ceux qui viendront demain condamneront ceux qui étaient là aujourd'hui. Et personne ne peut empêcher ça. Parce que quand vous avez sémé le règlement de compte, vous allez récolter la vengeance. Et je termine pour vous dire qu'il y a des cas qui sont connus par tout le monde ici. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas... La loi d'orientation et programmation militaire, vous n'allez pas me dire que Boubé Maïga est le seul quand même dans cette histoire. Vous n'allez pas me dire que Philippe Boiré est la seule dans cette histoire. Il y en a d'autres. On a arrêté il n'y a pas longtemps général Salif Traoré, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas dans ce cadre. Mais ce n'est pas dans ce cadre, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai, je m'excuse, c'est d'autres cadres. Mais on continue. Mais moi, je voudrais bien qu'on nous donne la liste de tous ceux qui étaient dans la chaîne, parce que pour acheter... Vous voulez dire que les officiers sont épargnés et les civils sont accusés? Mais s'il y a des officiers supérieurs de l'armée malienne qui ont volé l'argent de 1230 milliards, ce ne sont pas des militaires, parce qu'un militaire, c'est une dignité, c'est une probité, c'est une éthique. Ils n'ont rien à faire dans cette armée. Ils sont responsables du problème qui se pose aujourd'hui dans l'armée malienne, du problème qui se pose au Mali aujourd'hui. Et M. Chana Takiou, ils doivent être arrêtés, montrés aux Maliens, et c'est eux qui doivent être les premiers à franchir la porte de la prison pour montrer que le militaire ne couvre pas d'autres militaires sur le mensonge et sur la démagogie, et que tout le monde est très sur le même pied d'égalité parce qu'à la naissance, on était tous des Maliens. Et je vais terminer, si vous me permettez. Si vous me permettez. Mais parce que vous ne finissez jamais, ça le problème. Si vous me permettez. Si vous pouvez être parce que j'ai tellement de choses à dire. On le sait, vous en avez gros sur le cœur. Ça. Non, vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, l'insécurité, la famine, le problème de l'école. Je prends un seul exemple. Vous savez, c'est tout simplement parce que dans ces pays, on vole. Parce que dans ces pays, il y a un petit groupe de mafieux qui sont là, qui ont pris tous les systèmes en otage et qui se vantent même de le faire parce que derrière, il y a l'impunité. Et reconnaissons que les 1230 milliards que Ibrahim Boubacar Keïta avait débloqués entre 2014 et 2019, si on avait vraiment acheté les armes, la LOPM, si on avait vraiment formé les militaires, si on avait vraiment recruté des militaires. Moi, je me suis amusé à calculer avec un expert qui me parlait de 3 millions de militaires, de soldats qu'on pouvait recruter, avec la moitié, avec 600 milliards. Si on avait recruté des militaires, si on avait bien nourri nos militaires, si on avait bien habillé nos militaires, je vous jure qu'il n'y aurait pas 1 centimètre carré au Mali aujourd'hui qui ne serait pas sécurisé. Parce que tout simplement... Mais comment vous pouvez voir ça et dire aujourd'hui on fait le combat? Mais ceux qui sont morts sur ces terrains-là, pendant que d'autres ont détourné l'argent, les civils qui se sont déplacés, les gens qui sont affamés, les responsables, c'est ceux qui ont détourné les 1230 milliards. D'accord, ils sont coupables, ils sont responsables. On ne peut pas laisser une partie de ces gens dehors. Est-ce que vous savez que les 1230 milliards, qui est un plan quinquennal, il y a les salaires, il y a des achats. C'est un tout, ce n'est pas de l'argent disponible. Vous le savez. L'argent présidentiel. D'accord. C'est un tout. Est-ce que si on avait tout exécuté, c'est ça. Comme le plan avait prévu. Il y a eu des manquements. Voilà. C'est certain. Oui. Donc, vous voulez nous dire aujourd'hui que la répression ou bien les tentatives de réprimer les actes corruptifs et autres-là, la délinquance financière, aujourd'hui, les présomptions qui pèsent sur le dispositif ne répondent pas à votre doctrine
de la lutte contre la corruption? Moi, ma doctrine est très simple. Elle est vraiment simple. C'est la doctrine qu'un Malien, tous les Maliens, même quelqu'un de la 6e année, vous dira la même chose. Vous avez volé, vous payez. Oui, mais c'est ce qu'eux ils pensent avoir fait en procédant à toutes ces arrestations-là. Souvent pressé de ma réponse. À toutes ces arrestations-là. Oui, mais vous savez, l'ancien que je suis, je procède pédagogiquement. Donc, donne-moi juste le temps de développer. Moi, ma doctrine est très simple. Dans la lutte contre la corruption, il ne peut pas avoir de couverture. D'autres ne peuvent pas rester dehors et d'autres en prison. Ok. Donc vous jugez ce moyen de répression sélectif. Il y a une lutte sélective. J'arrive. Ouais. Et en dehors de cela, quand vous amenez les gens, j'ai parlé de cas de Philippe, quand vous amenez les gens en prison qui doivent payer, il y a un délai, il faut les juger raisonnablement selon la loi. Et d'autre part, je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui ont détourné, il y a des cas vérifiés, pas toujours l'argent, mais des cas de corruption pour les concours, etc. Qui peuvent vendre dehors dans les rues et que d'autres sont arrêtés. La lutte contre la corruption ne s'arrête pas à Ebeka, ça continue toujours. D'accord. Et même après Assimi Goïta, la lutte doit continuer. Aujourd'hui, pour aider la corruption et la transition, pour soutenir Assimi, je pense qu'il faut déclencher ces mécanismes qui doivent toucher tout le monde de façon égalitaire. Oui, d'accord, nous sommes d'accord. Oui, effectivement, nous sommes d'accord, je suis d'accord. Vraiment, vous avez une doctrine très juste dans la lutte contre la corruption. Mais est-ce que la crédibilité que vous voulez pour les instruments de répression de cette lutte est possible avec certains actes qui sont en train de se dérouler? Je ne sais pas si vous avez pris connaissance d'un certain décret qui est rétroactif jusqu'à 2020. Lequel? N'est-ce pas, non? Oui. Le décret qui extrait du champ habituel des passations des marchés un certain nombre de marchés sous le couvert de secret défense et des intérêts essentiels de l'État, mais qui semble pratiquement englober tout ce qu'il y a comme passation comme marché de services, comme marché de prestations, comme marché de fournitures, en lien avec l'armée, pas seulement l'armée, surtout les autres intérêts. Ça, pour l'armée, c'est seulement le secret défense. Pour le reste, c'est les intérêts essentiels, ça englobe pratiquement tout. Et le décret en question a été signé le 3 mai dernier, si j'ai bonne mémoire, et il est rétroactif pour tous les marchés passés depuis 2020, depuis août 2020. Qu'est-ce que vous pensez d'un décret comme ça qui semble désarçonné? Je vais vous répondre en une phrase. Allez-y. Qu'on dise qu'il y a les secrets de défense, les secrets d'État, j'en conviens. Mais mettre tout dans les secrets d'État, dans les secrets de défense, leur, ça ne marchera pas. Et un décret enlève un autre. L'histoire me donnera raison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre un jour au Mali qui dira que ce décret ne marche pas. Donc c'est en vain qu'on a protégé tous ces marchés-là qui sont pas... Non, mais vous voulez qu'on protège les marchés pour les secrets d'État. Il y a quel secret d'État dans un marché? Si ce n'est pas la défense, je conçois. Parce que l'armée malienne, c'est vraiment une question d'État. À part l'armée malienne, il y a quel secret d'État? Franchement, quel secret d'État il y en a? Comment vous pouvez imaginer qu'on achète ces stylos-là, on dit non, mais c'est un secret de défense. Quelle défense? Ces stylos défendent quoi? Non. Parce que l'ennemi, s'il voit le stylo, la nature du stylo, que l'ennemi voit la nature, des indications. Que l'ennemi ne sache pas quelle arme on a acheté et quelle la capacité, etc. Je comprends, au niveau de l'armée. Mais les autres marchés, il n'y a pas de secret de défense, il n'y a pas de secret d'État. Le gouvernement vient de décider de reporter légèrement l'élection présidentielle qui était prévue pour ce mois de février. Monsieur le Président, il l'a annoncé, le gouvernement a reporté toutes les élections prévues en 2024. Selon le gouvernement, il y a un léger report. Aujourd'hui, le président de l'EJ, Maître Cissé, a pris ses responsabilités pour apporter des clarifications en disant que sa structure ne peut pas répondre, respecter les délais, pas respecter les délais, que sa structure ne peut pas et ne doit pas donner des dates pour l'élection, pour les différentes élections, parce qu'il n'en a pas le droit. Aucune loi ne lui confère cette possibilité parce que l'EJ avait été interpellé par certains acteurs politiques. Selon
Maître Cissé, l'EJ ne peut que suggérer au pouvoir une date pour l'élection présidentielle, même pas pour les autres élections, mais pour l'élection présidentielle. Et que le pouvoir n'est même pas tenu par lui sa proposition parce que la convocation du en Conseil des ministres. Bref, l'élection de février n'aura pas lieu. Quel est votre commentaire? Mon cher grand frère, je l'avais déjà dit qu'il n'y aura pas d'élection. À l'époque, on m'avait pris pour un fou. J'avais vu dans un de vos anciens élèves qui est devenu journaliste à votre suite, qui avait mis dans ses collines, plutôt dans ses colonnes, je me rappelle, le professeur fou malien qui pense qu'il n'y aura pas d'élection, mais il y aura d'élection. Il n'y aura pas d'élection, je le savais déjà. Un an avant, je l'avais dit depuis longtemps, qu'il n'y aura pas d'élection municipale, il n'y aura pas d'élection législative, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Et si... pour cause. Les raisons ont été évoquées. Et la Cour constitutionnelle, avant le président de la Cour constitutionnelle avait déjà donné le ton. Il avait déjà évoqué des difficultés en disant qu'ils ne peuvent pas garantir l'organisation, la tenue en tout cas des élections dans les conditions où ils sont, parce qu'ils demandent des choses qu'on ne leur donne pas. C'est la responsabilité. Mais ils ont quand même organisé le référendum. Oui, mais le référendum, c'est une consultation. Après ça, c'est pas une élection. C'est une consultation. Le gouvernement reportant a évoqué des raisons. Non, mais c'est différent. Clément, s'il vous plaît. L'élection aussi est une consultation. Abdraman, s'il vous plaît. Le gouvernement. L'élection aussi est une consultation. Abdraman, s'il vous plaît. Le gouvernement a évoqué des raisons. Parmi ces raisons, sur le fond, c'est différent. Parmi ces raisons, il y a la question de la carte d'identité biométrique, du fichier électoral biométrique qui serait pris en otage quelque part. Et il faut préciser que l'EJ n'a pas dit que les élections n'auront pas lieu. L'EJ se trouve dans une logique d'organisation de la présidentielle, mais avec un léger report. Non, qui n'appartient pas à l'EJ de fixer le délai. Voilà. Moi, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensaient qu'il n'y aurait pas d'élection, ou en cas d'élection dans cette situation, il y aurait une grande crise post-électorale. Je m'explique. Allez nous dire que c'est pris en otage, quand vous ne payez pas les gens, il n'y a pas d'otage, vous ne payez pas les gens, vous ne payez pas, vous payez, on vous donne ce que vous avez, ce qui vous appartient, c'est juste une question de je vous paye, vous me donnez ma marchandise. Bon, après... Mais est-ce que ce commentaire n'est pas surprenant venant de vous? Non. L'État argumente sa défaillance en disant effectivement que le contrat est couvert par 15 illégalités. Non, mais... Quand on a dit qu'on devait donner 5 milliards, qu'on n'a pas donné 5 milliards et que la marchandise, je veux dire comme ça, la marchandise est prise en otage. Il y a un pourquoi. On paie les 15 milliards, on récupère. Mais moi, ce que je ne comprends pas. Allez-y. Mon cher grand frère, ce que je ne comprends pas, comment Assimi peut oser, sincèrement, à imaginer une seconde qu'il allait nous embarquer dans une élection avec ces fichiers-là. Je serai le premier à demander aux Maliens de sortir dans les rues pour ne pas accepter la raison pour laquelle on a lutté contre Ibeka, à cause de ces problèmes de fichiers, à cause des élections truquées, cette corruption politique qui nous a amenés au bout, à la fin, à lutter contre le régime d'Ibeka. Je parle des élections législatives. En le disant, est-ce que vous n'êtes pas en train de dévaloriser le référendum? J'arrive. Non, si, en le disant, vous êtes en train de dévaloriser en même temps le référendum. Oui, si vous voulez. Moi, j'assume. Mais je suis en train de vous dire le danger. Qu'on nous embarque dans le même fait pour aller faire des élections présidentielles. Je dis bien présidentielles. Avec ces mauvais fichiers qu'ils avaient. Parce que c'est un mauvais fichier. C'est le même fichier qui a posé le problème. Soumaïla Cissé perd son âme. Avait contesté ces fichiers-là. C'est ces fichiers qui a servi à faire des cartes Nina. Et je vous jure aujourd'hui qu'il y a des millions de Maliens, vous le connaissez mieux que moi. Durant tout le temps, qu'est-ce que le pouvoir faisait pour ne pas améliorer le fichier? Je vais arriver, je vais citer leurs responsabilités et même leurs culpabilités. Que ces fichiers, à l'époque, qui avaient posé un problème entre Ibeka et Soumaïla, qui a posé un problème entre Ibeka et M5, qui a amené Assimi à faire un coup d'État pour nous séparer à un moment, comme il l'a dit, pour parachever les œuvres. Assimi, comment il peut même imaginer un moment, même s'il paie les 5 milliards, qu'il allait utiliser ce fichier? Un fichier où, M. Taher, je donne un exemple, où vous êtes là aujourd'hui, mais vous êtes plus vieux que votre grand-père. Ce fichier, on regarde votre carte Nina, pour certains, ils sont nés en 1922 au lieu de 1982.
C'est vrai, il y a beaucoup d'erreurs. Tellement d'erreurs. La carte des gens, biométrique, c'est fait pour corriger oui, le oui. fichier. Non. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ça. Avec la biométrie. Non, je vais arriver. Les gens font le rang toujours. Allez-y à Corofina, allez-y au 6e arrondissement. Tu vois des fils énormes, des gens qui viennent encore pour corriger la carte biométrique qui contient les mêmes erreurs que Nina, parce qu'ils sont en train de se baser sur le même fichier. Oui. Ils sont en train de répéter la même erreur pour commettre la même erreur pour nous amener dans une élection d'erreur. Pour encore créer une crise post-électorale. On a vu ce qui s'est passé à Sierra Leone. On a vu ce qui s'est passé au Libéria. Nous avons vu ce qui s'est passé à Alassane. Le gouvernement a bien fait de reporter finalement. Oui, parce que moi personnellement, je l'ai dit, ça n'engage que moi. Oui. Je vous jure que moi, je me préparais pour être le premier Malien à contester, à dire on ne va pas à cette élection. Vous êtes responsable et coupable de nous amener des fichiers qui ne sont pas bien. Moi, je vous dis, qu'est-ce qui les a... Depuis 3 ans, on savait ces problèmes. Pourquoi on attend... Voilà. Oui, voilà, donc, ne vous précipitez pas. Pourquoi on attend la dernière minute pour ça? Donc, ils sont, en fait, responsables de ne pas se lever tôt, de ne pas corriger ces problèmes-là. Ils n'auraient même pas dû accepter l'utilisation de ces fichiers-là. On devait faire des recensements d'état civil. Parce qu'il y a des Maliens qui sont morts. Il y a des Maliens qui ont atteint 18 ans. Il y a des Maliens qui se sont déplacés. Certains étaient à Kidal, se sont venus à Bamako. D'autres étaient à Moti, ils sont à Bamako. On ne sait rien, donc on prend un fourre-tout. On nous demande d'aller faire les élections. Vous pensez que les élections, ce n'est pas des amusements. C'est tout un État qui est engagé dans ça pour 5 ans, pour 10 ans. Allez-y, Abdraman. Des équipes, des vies humaines. Donc aujourd'hui, le fait même de reporter l'élection, pour moi, c'est même mieux pour Assimi, mieux pour le Mali. Pour le Mali et pour Assimi et pour la transition. Parce que vous avez dit que non. Moi, on ne serait pas d'accord. Monsieur Dembélé, vous avez dit non. Vous avez non. Vous avez dit non. Écoutez, vous avez dit que la mauvaise organisation. Vous avez dit que la mauvaise organisation des élections sont c'est-à-dire que le fait qui a prévalu au parachèvement. Mais nous avons eu 3 ans, depuis 3 ans... Je ne suis pas en train de le dédouaner. Non, attends. Depuis 3 ans, on ne s'est pas intéressé à ces questions-là que vous venez d'évoquer, de fichiers et autres. Et dites aujourd'hui que c'est bien fait aujourd'hui de reporter les élections. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de cautionner en même temps une éternisation? Non. Parce que depuis 3 ans, est-ce qu'il y a une volonté? Écoutez. Est-ce que depuis 3 ans, vous avez senti une volonté politique réelle de quitter ce pouvoir d'exception? Vous savez, je vous dis, si je n'étais pas de la société civile, si j'étais vraiment, et je vais le faire bientôt, j'avance les arguments pour vous informer, je vais le faire bientôt, si j'étais pleinement sur la scène politique, et je vais arriver bientôt sur cette scène politique-là, parce que ça commence à m'intéresser la chose politique, pour des raisons d'éthique et de probité. Je vous jure que j'allais mobiliser les Maliens pour dire qu'on est en train de prendre un mauvais chemin, et que cette question des fichiers, il faut qu'on s'implique dedans et que les partis politiques se réunissent pour imposer leurs volontés. Il ne faut pas laisser la transition seule organiser les élections comme s'il n'y a pas d'acteurs politiques. Il ne faut pas se contenter d'être convoqué de temps en temps comme des bons élèves qu'on convoque à l'école pour venir vous asseoir et écouter, on vous dit... Donc vous adhérez à la transition politique telle que préconisée par les amis de Mahmoud Dicko? Pas du tout. Vous préférez Pas du tout. Vous n'allez pas répondre à l'appel de la CEMAS? Non, je ne répondrai pas. Parce que moi, je fais partie de ceux qui sont... Je suis contre le fait de tout le temps, il faut remanier le gouvernement, il faut un gouvernement de l'âge d'ouverture, il faut un gouvernement de... On ne peut pas gérer le pays sans être quelqu'un dedans. Si demain, vous pensez que Chana Takou n'est pas un bon journaliste, je préfère que vous l'imposez la bonne façon de faire le journalisme que de l'enlever et amener quelqu'un qui sera aussi un mauvais journaliste, qui va remplacer Assimi Goïta. Ça, c'est la première question que je vais poser. Qui? On a 20 millions de Maliens quand même. On se posait la même question quand Ibeka était là. Mais le problème... On se posait la même question quand Ibeka était là. Non, pas du tout. C'est qu'au sein des M5, j'avais demandé qu'on prépare au préalable. Et comment ça, le ministre Maïga, comment il s'appelle, il est à la refondation. Professeur Ikassa Maïga, Ibrahim Ikassa Maïga. J'avais fait ce travail avec Ikassa Maïga un moment pour qu'on travaille sur la future transition malienne au cas où
On ne savait même pas à l'époque si Ibeka tombait. J'avais déjà proposé ça. On avait commencé à travailler là-dessus. Ikasa, je le remercie ce soir ici parce qu'il est très chevronné. On a travaillé sur les textes. Ça n'a pas été pris en compte. D'accord. Maintenant, les gens vont sortir le 13. C'est bien, hein? Il faut la liberté de mouvement, il faut la liberté d'expression, il faut la liberté de penser. C'est constitutionnel. On ne doit pas empêcher les gens de manifester. C'est contre le public. Et personne ne sera d'accord si on empêche les gens de manifester. Maintenant, Maintenant, c'est le 13. C'est le 13 octobre. Maintenant, est-ce qu'il y a un travail au préalable qui a été fait avec les forces vives de la nation pour dire au cas où on doit mettre en place une transition civile, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Cette méthodologie, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite. Elle sera déroulée. Oui, elle sera. Non. C'est ce qu'on avait dit à M5. Moi, j'ai une bonne. Le M5 m'a servi d'une très bonne école. C'est ce qu'on va dire. Oui. Et qu'à la fin, on va se retrouver dans le même scénario que M5. Je ne fais pas partie de ceux qui vont fréquenter les chiens pour ne pas avoir la puce. Chana, on apprend que l'armée est en mouvement dans la région de Kidal. Hein? Oui, monsieur Clément, professeur Clément, depuis peut-être 2 semaines, il y a une belligérance entre les partis signataires de l'accord et les réseaux sociaux sont inondés par des informations contradictoires, par la propagande de part et d'autre. Les enfants d'un même pays, d'une même nation sont en passe de s'affronter, si ce n'est déjà pas fait, pour s'entretuer. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de la situation sécuritaire? Est-ce qu'il faut revenir à l'accord ou est-ce qu'il faudrait que les enfants du pays continuent à s'entretuer afin qu'une partie gagne la bataille et non la guerre? Je suis un grand pacifiste. Je suis contre la guerre. Et ce n'est pas aujourd'hui que les Maliens doivent s'entretuer. Il faut qu'on revienne à la raison. Il faut qu'on s'asseye entre frères. Comme je suis en train de vous regarder dans les yeux, c'est dire la vérité et avancer ensemble. Personne ne gagne dans une guerre. Personne. On perd toujours à la fin d'une guerre. On peut avoir la victoire à la fin d'une guerre, mais on ne gagnera jamais dans une guerre. Je pense qu'aujourd'hui, il est très urgent. Très, très urgent. Parce que quand on voit que la communauté internationale ne dit rien, ça veut dire, pour reprendre l'expression de mon grand frère, ça veut dire qu'on est abandonné en plein vol. Shogel Kukramega. On doit se ressaisir. Quand vous êtes abandonné en plein vol, vous vous ressaisissez, vous vous reprenez, vous assumez votre responsabilité, vous allez jusqu'au bout. Je pense que la solution, c'est le dialogue. D'accord, professeur. C'est le dialogue, et je dis encore, le dialogue. D'accord. Cet accord d'Alger, s'il y a des choses qui ne sont pas faisables, disons la vérité entre nous, entre frères, entre Maliens, que ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Il y a des choses qu'on doit reporter légèrement, comme on a reporté l'élection présidentielle légèrement, on doit les reporter légèrement. S'il y a des choses à faire, à biffer même, à enlever complètement, il faut enlever. S'il y a des choses à appliquer, il faut l'appliquer. Le Mali est un et indivisible à condition que le Mali soit un pays de paix, de réconciliation, d'amour, de respect et de vérité. Professeur, nous sommes malheureusement au Ça me fait très mal de voir mon pays de débat pour le compte de cette frères, audience. À présent, le jury va se retirer pour vous fixer sur votre sort. Alors, nous sommes dans le secret de la délibération. Ouais. Nous allons fixer M. Dembélé sur son sort. Justement. Bon, je trouvais chez lui, comme il nous l'a promis au départ, du courage et de la franchise de dire ce qu'il pense. Et je pense que le courage et la franchise ont été au rendez-vous quand il s'agissait vraiment de parler de la transition, quand il s'agissait de décrire ici l'état de la corruption et des moyens, des instruments répressifs qui sont mis en branle pour lutter contre ce phénomène. Je sentis chez lui vraiment la grande franchise et un courage de dire son opinion, de dire ce qu'il pense de ça. Rarement on a vu un homme politique dire avec autant de courage
qu'il y a des présomptions de sélectivité, bien d'exprimer ces présomptions de sélectivité sur ces aspects-là. Mais je relève aussi du paradoxe, puisque ce qu'il a dit de la transition et de l'état de la lutte contre la corruption voudrait dire qu'il ne trouve pas son compte dans cette transition. Malgré tout, il pense que cette transition doit perdurer jusqu'à ce qu'on ait un fichier qui réponde vraiment à l'organisation des élections, et on ne sait pas quand est-ce que ce combat-là dans lequel il veut nous engager va terminer et quand est-ce qu'on va sortir de cette situation exceptionnelle. Donc en même temps qu'il ne trouve pas son compte dans cette transition, le pouvoir d'exception actuel, il ne se soucie pas que ce pouvoir-là demeure ou bien qu'on y mette fin. Mais j'ai été par ailleurs également émerveillé par le plaidoyer qu'il vient de faire sur la paix, puisque nous avons été vraiment ici spécifiquement et particulièrement notre ami Chana pris à partie ici parce qu'il a prôné la paix. On avait comme l'impression qu'il y avait d'autres voix engagées pour la paix dans ce pays-là que lui. Je dis vraiment, si lui aussi en tant que personne très écoutée, en tant que voix prépondérante de ce pays-là, s'élève également pour faire un plaidoyer pour la paix, vraiment, je pense que c'est responsable de quelqu'un qui veut vraiment jouer une partition honorable dans le destin de ce pays. D'accord. Donc je suis un peu partagé, à part ce paradoxe-là que je viens de relever. Je pense que notre ami Clément Dembélé, pour une des rares fois, mérite d'être acquitté. Chana. Monsieur le Président, pourrais-je dire mieux qu'Abdraman? Je ne le pense pas. Abdraman a tout dit, surtout en évoquant ces derniers mots, très émouvants, très émouvants. Je suis étreint par cette émotion. La gorge nouée. Monsieur le Président, d'émotion. Je ne peux pas continuer à plaider. Je m'aligne derrière Abdraman Keïta pour demander vraiment sa libération. J'ai, pour ma part, envie aussi de m'aligner derrière vous pour procéder purement et simplement à la libération de l'accusé, des liens de l'accusation. Par conséquent, professeur, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Le dernier mot que je vais adresser ce soir aux Maliens, il faut qu'on fasse tout pour ne pas regretter ce qu'on a fait dans ce pays. Et la seule solution dans ce pays, c'est de penser demain qu'est-ce qu'on dira de nous. Qu'est-ce que nous avons fait. Il faut la paix dans ce pays. Il faut la vérité et la réconciliation. Les Maliens s'unissent. Kidal fait partie du Mali, Kidal sera toujours le Mali. Absolument. Cela veut dire que les gens qui sont à Kidal sont des Maliens. Et on doit tout faire. Et apparemment, les belligérants ne le contestent pas d'ailleurs. On doit tout faire pour se rassembler. Vous savez, je reprends une expression biblique. Quand un brebis s'égare parmi 100 brebis, le berger va le chercher, il le ramène dans le troupeau. Ce n'est pas parce que les 99 ne sont pas importants, c'est parce que le berger espère toujours que ces troupeaux sont toujours ensemble. Oui. Que les dirigeants maliens rassemblent les Maliens dans la paix. C'est ce qui vaut mieux pour l'histoire. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité le professeur Clément Dembélé. Il est président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, bientôt responsable des formations politiques, n'est-ce pas? Et nous disons clin d'œil à Maître Moustapha Cissé, président de l'EJ, et son chargé de communication et de relations publiques, Monsieur Sango. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil